de quoi hérite-t-on légalement. Donc, là, encore une fois, on fait la distinction en l'absence de conjoint et en présence de conjoint. En présence du conjoint, nous avons d'abord les enfants. Les enfants qui viennent et qui sont, vous devez tous le savoir, en France, les enfants sont des héritiers réservataires, c'est-à-dire que on ne peut pas les déshériter totalement. Ils ont ce qu'on appelle une réserve héréditaire qui est d'ordre public et qu'ils percevront quoi qu'il se passe. La réserve héréditaire, elle évolue en fonction du nombre d'enfants qu'on peut avoir. Donc, si on a un enfant, la réserve héréditaire de cet enfant est de la moitié de sa succession, de notre succession. Et la quotité disponible, c'est-à-dire la partie dont on peut disposer comme on le souhaite, est de la moitié. En présence de 2 enfants, la réserve héréditaire est de 2 tiers, alors que la quotité disponible dans ce cas-là est d'1 tiers. Donc, on fait ce qu'on veut d'1 tiers. Les 2 tiers, bien évidemment, se partageront entre les 2 enfants. Donc, 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. En présence de 3 enfants, 3 quarts de réserve héréditaire, donc 1 quart, 1 quart, 1 quart par enfant, la quotité disponible d'1 quart. Et en revanche, quand on a plus de 3 enfants, la réserve héréditaire reste des 3 quarts, c'est-à-dire que du coup, la part de réserve héréditaire des enfants va diminuer et la quotité disponible restera d'1 quart. On fera ce qu'on voudra de ce quart de patrimoine, quel que soit le nombre d'enfants, c'est 3 enfants ou plus, la quotité disponible restera d'1 quart. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Plusieurs héritiers à égalité de degré le plus proche, ils se partagent la succession à parts égales. En revanche, en l'absence d'enfants, donc c'est-à-dire lorsqu'on se retrouve dans le cadre du 2e ordre, les pères et mères sont héritiers pour la moitié de la succession. Si le défunt, en revanche, avait des frères et sœurs, ses frères et sœurs recueillent l'autre moitié. Si l'un des parents est décédé avant l'enfant, ce qui arrive quand même, l'autre hérite d'1 quart et le reste est dévolu aux frères et sœurs. Donc, on dit la moitié pour les parents, l'autre moitié pour les frères et sœurs quand on est dans le 2e ordre. Et s'il y a un des parents qui est déjà décédé, c'est pas l'autre qui récupère toute la moitié. Le parent garde 1 quart de la succession et les 3 quarts sont partagés par les frères. Si les 2 parents sont prédécédés, les frères et sœurs héritent de la totalité de la succession. Attention, je suis bien en train de vous parler de l'héritage légal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de disposition testamentaire et nous n'avons pas de conjoint survivant. Enfin, en tout cas, nous n'avons pas de conjoint et encore moins de conjoint survivant. Si l'un des collatéraux est décédé, on n'oublie pas que dans le 2e ordre, si un des frères et sœurs est décédé, ce sont les neveux et nièces, s'ils existent, qui viendront en représentation de leurs neveux pour pouvoir hériter. Donc là, nous avons vu effectivement qui hérite en l'absence de conjoint pour le 1er ordre et le 2e ordre. Ensuite, nous allons voir qui hérite en présence d'un conjoint survivant, parce que c'est ce que je vous ai dit, le conjoint survivant, il a des droits spécifiques. Et là, 2 distinctions s'opèrent. Soit il y avait des enfants, enfin le défunt avait des enfants, soit le défunt n'avait pas de descendants. Donc, en présence d'enfants du défunt, si les enfants sont communs au couple ou s'il y a des enfants d'un autre lit, les choses ne sont pas les mêmes. Vous imaginez bien que dans le cadre d'une succession, nous ne réagissons pas de la même manière si tous les enfants qui vont hériter sont les enfants du couple et donc les enfants aussi du conjoint survivant, et la situation où lorsque le défunt ouvre sa succession, enfin en tout cas que la succession est ouverte, et que les enfants viennent d'un autre lit, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tous de la même mère et du même père, dans ce cadre-là, ça peut poser des difficultés. Enfants communs au couple, c'est-à-dire enfants communs du défunt et du conjoint survivant, dans ce cadre-là, le conjoint, il a 2 options sur le patrimoine. Je prends la totalité de la succession en usufruit. C'est une option qui permet en fait de conserver son train de vie et de maintenir sa vie comme elle était avant, puisque on appréhende la totalité de la succession, mais uniquement en usufruit. Soit il prend dans le cadre de la succession de son conjoint 1 quart en pleine propriété. Je précise bien que là, nous sommes dans le cadre de la succession du conjoint parce qu'il ne faut pas oublier que si les époux, par exemple, sont mariés en régime de communauté,
Lorsqu'il y en a un qui décède, l'autre est propriétaire de la moitié du patrimoine. Donc, quand il appréhende l'usufruit total du patrimoine du défunt, c'est la moitié. Et lorsqu'il appréhende un quart en pleine propriété, c'est un quart en pleine propriété de la moitié du conjoint décédé, puisqu'il est propriétaire de l'autre moitié. Si le défunt, en revanche, avait des enfants d'un autre lit, c'est-à-dire que le conjoint survivant n'est pas le parent de tous les enfants qui restent et qui ont vocation à hésiter, dans ce cadre-là, il n'a pas le choix, il hérite d'un quart en pleine propriété. Pourquoi est-ce que dans ce cadre-là, on fait une distinction? C'est qu'il faut bien avoir à l'esprit qu'à partir du moment où j'appréhende un quart en pleine propriété de la succession de mon conjoint et que il y a des enfants d'un autre lit, ces enfants qui ne sont pas les enfants du conjoint survivant vont être privés de ce quart en pleine propriété puisqu'ils n'auront pas vocation à hériter du conjoint survivant puisqu'ils ne sont pas les enfants. Donc effectivement, il y a une distinction en présence d'enfants du défunt et si les enfants sont communs au couple ou s'il y a des enfants de plusieurs lits. Sachant qu'en présence d'enfants du défunt, le conjoint survivant n'est pas héritier réservataire. Le fait de ne pas être héritier réservataire, cela veut dire qu'on peut le priver totalement de tous ses droits en établissant un testament. Et c'est souvent ce qui est fait, notamment lorsque les époux sont en procédure de divorce, puisque tant que le divorce n'est pas prononcé, le conjoint survivant reste conjoint et donc héritier. En revanche, il est possible d'établir pendant la procédure de divorce, c'est qu'un exemple, hein, ça peut aussi être fait hors de toute procédure de divorce, il est possible d'établir un testament qui exhéréderait totalement le conjoint survivant et qui n'aurait plus de droit au moment de l'ouverture de la succession. Et le testament, il peut être découvert au moment du décès, enregistré chez notaire et dont le conjoint survivant n'a pas forcément la connaissance, ce qui peut effectivement créer des soucis par la suite. En l'absence de descendants du défunt, dans ce cas-là, et uniquement dans ce cas-là, donc le défunt n'a pas de descendants, donc on n'a pas d'héritier du premier ordre. Dans ce cadre-là, le conjoint survivant devient réservataire de la succession pour un quart. Donc dans ce cadre-là, on ne peut plus le priver par testament d'un quart de la succession puisqu'il devient héritier réservataire. Alors, si le défunt a toujours ses parents, c'est-à-dire qu'on a encore des héritiers du premier ordre, du deuxième ordre, pardon, les pères et mères. Le conjoint, dans ces cas-là, va recueillir la moitié de la succession et il recueille les trois quarts s'il ne reste plus qu'un parent. C'est le même principe que tout à l'heure. Les deux parents récupèrent la moitié, le conjoint survivant la moitié. S'il ne reste plus qu'un parent, ce n'est pas ce parent qui récupère la moitié, c'est le conjoint survivant qui récupère les trois quarts, comme les frères et sœurs tout à l'heure qui récupéraient les trois quarts s'il ne reste plus d'autres parents. Si les pères et mères du défunt sont en revanche prédécédés, dans ce cadre-là, et attention, je suis dans le cadre où je n'ai pas de descendants du défunt. Le conjoint, dans ces cas-là, recueille toute la succession. Alors, il y a un petit bémol à cela, c'est que effectivement, les biens du défunt qui ont été reçus par succession ou donation de son vivant par ses ascendants et qui sont toujours dans son patrimoine au moment de son décès, c'est-à-dire qu'on les retrouve en nature, dans ce cadre-là, ils reviennent pour moitié aux frères et sœurs du défunt ou à ses neveux et nièces s'ils reviennent en représentation. C'est un peu logique, c'est ce qu'on appelle le droit de retour. C'est d'ordre public, on ne peut pas prévoir le contraire, puisque dans ce cadre-là, on comprend bien que ce sont les parents du défunt qui ont donné, ou en tout cas le défunt a hérité de ses parents. Il n'a pas de descendants, et comme il n'y a plus de parents, c'est le conjoint qui va tout récupérer. Or, c'était des biens qui appartenaient à la famille du défunt, donc il est logique que ces biens reviennent aux frères et sœurs qui ont eux aussi hérité des parents ou en tout cas reçu des donations. Et dans ce cadre-là, les biens qui sont encore en nature dans le patrimoine du défunt, sinon on ne peut plus rien faire, reviennent, c'est le droit de retour, reviennent aux frères et sœurs, et s'ils sont prédécédés, aux neveux et nièces. Le conjoint survivant,
en plus d'avoir des droits particuliers dans le cadre de la succession de son époux ou de son épouse, a un droit à la jouissance du logement qui était le logement domicile conjugal des époux. Alors, il y a un droit temporaire au logement. Ce droit temporaire au logement, il est d'ordre public. Quand je précise que c'est d'ordre public, ça veut dire qu'on ne peut pas y déroger et qu'on ne peut pas priver son conjoint par un testament de ce droit temporaire au logement. Il est d'1 an. Il permet la jouissance gratuite du logement et de son mobilier, que le logement soit en location ou que le logement appartienne au défunt en tout ou partie ou en indivision avec un tiers. Dans ce cadre-là, le conjoint survivant peut continuer à jouir du logement pendant 1 an. Et dans ce cadre-là aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que si le bien qui était le domicile conjugal était un bien en location, les loyers qui vont être payés seront remboursés par la succession et non pas pris sur les droits du conjoint. C'est-à-dire que c'est un passif de succession et c'est toute la succession qui supporte les loyers du conjoint survivant pour son maintien temporaire au logement d'1 an. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le droit viager au logement. Ce droit viager au logement, en revanche, n'est pas d'ordre public, donc on peut priver son conjoint par testament. Et il faut, en revanche, comme il n'est pas d'ordre public, il faut que le conjoint indique qu'il veut bénéficier de ce droit viager au logement. Il est possible, si le bien appartient aux époux ou aux défunts, dans ce cadre-là, il va jouir jusqu'à son décès du droit d'habitation et d'usage du bien et du mobilier. En revanche, si le bien était un bien en location, dans ce cadre-là, il ne peut jouir que du mobilier. On ne peut pas avoir un droit viager sur un bien loué. Sur le droit au logement, dans ce cadre-là, le droit viager au logement, je vous mets le tableau pour vous donner une idée. Lorsque le conjoint va opter pour le droit viager au logement, bien évidemment, les droits vont s'imputer sur ses droits à lui de conjoint survivant et on va lui retirer en fait sur ses droits à la succession la valeur de l'usufruit économique. Donc, vous voyez la valeur de l'usufruit, elle évolue en fonction de l'âge en fait du conjoint survivant et c'est comme ça qu'on va calculer. Mais contrairement au droit temporaire au logement qui vient en déduction de la succession, le droit viager viendra en déduction des droits naturellement du conjoint survivant.